Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce live Facebook, une première pour un musée mulhousien, en direct depuis la Cité du Train, musée du patrimoine SNCF à Mulhouse, en Alsace. Je suis Sylvain Verneret, directeur général de ce musée, et nous allons passer ensemble l'heure qui suit à découvrir l'exposition que vous pouvez apercevoir derrière moi, les quais de l'histoire. 13 000 m² qui retracent l'histoire du chemin de fer en France depuis ses origines en 1827 à nos jours. Pourquoi un live ce soir? Tout d'abord, sincèrement, parce que vous nous manquez. Compte tenu de la situation sanitaire que nous traversons, le musée est fermé depuis le 7 mars dernier. Nous tenions donc, et avec moi toute l'équipe du musée, à vous proposer un rendez-vous pour vous faire découvrir ou redécouvrir la richesse de nos collections sous un angle inédit et vous faire voyager. Ensuite, parce que la date d'aujourd'hui a une signification toute particulière. Comme chaque année, ce devait être le grand rendez-vous de la Nuit européenne des musées, mais aussi à Mulhouse, où se trouve le musée, la Nuit des mystères, une grande chasse aux énigmes dans les musées de la ville et de l'agglomération. Ce soir, vous auriez été plus de 5000 visiteurs à venir à notre rencontre, à la Cité du Train, dans une ambiance exceptionnelle, en plein cœur de la nuit. Enfin, et surtout, parce qu'en Alsace, et particulièrement à Mulhouse, ville durement frappée par l'épidémie, nous avons à cœur de vous montrer à quel point nous savons faire preuve de résistance face à de telles épreuves, mais aussi de résilience pour nous reconstruire et vous donner, nous l'espérons, l'envie de venir nous visiter dès que la situation le permettra à nouveau. Bienvenue donc dans le plus grand musée ferroviaire d'Europe pour une visite découverte insolite de l'histoire du chemin de fer en France. Parmi plus de 100 matériels roulants, locomotives, voitures et wagons exposés, nous avons choisi de vous présenter ce soir quelques-unes de nos pièces de collection emblématiques qui ont marqué l'évolution de ce moyen de transport et contribué à cette formidable aventure ferroviaire qui débute dès les premières années du XIXe siècle. Moins de 3 petites heures. C'est le temps qu'il faut aujourd'hui pour traverser une partie de la France en TGV et relier notamment Paris à Mulhouse. Avant le chemin de fer, le même trajet prenait plusieurs jours, et ce, dans des conditions de confort et de sécurité bien inférieures. Avec l'arrivée du chemin de fer, et en seulement quelques années, les déplacements qui se faisaient à une vitesse moyenne de 5 km/h vont être multipliés par 20, en passant à 100 km/h. C'est tout simplement le plus grand bond dans l'histoire des transports. Le train utilise une caractéristique assez simple et aussi simple qu'ingénieuse, le roulement d'une roue d'acier sur un rail d'acier. Ce contact, générant peu de frottement, nécessite donc assez peu de puissance pour pouvoir déplacer des charges importantes. Il est intéressant de noter que ce principe reste inchangé et permet toujours au train actuel de circuler avec les performances que l'on connaît. La première ligne de chemin de fer est mise en service en 1827. Longue de 21 km, elle transporte le charbon des mines de Saint-Étienne à la Loire. Composée de 3 wagonnets, les trains descendent sur des rails par gravité et seront montés ensuite par des chevaux. En 1830, le premier train de voyageurs relie Givors à Rive-de-Gier. Ces derniers prennent place dans les wagons servant au transport du charbon, toujours tirés par des chevaux. Il faut ensuite attendre 1837 pour assister à l'inauguration de la première ligne voyageurs. En Alsace, c'est en 1839 que sera inaugurée la première ligne de Mulhouse à Thann, créée par Nicolas Coquelin. Dès ses débuts, le chemin de fer se heurte néanmoins à de vives résistances. L'apparition des premières machines à vapeur s'est notamment accompagnée de nombreux fantasmes liés à la vitesse et aux maladies que l'on risquait de contracter si l'on montait à bord d'un véhicule tracté par une locomotive. Le chemin de fer fut donc tour à tour critiqué, plaisanté et pour le moins glorifié par une foule d'écrivains et d'humoristes. Monsieur Thiers, président du Conseil en 1836, avait lui-même déclaré « Un chemin de fer de Paris à Saint-Germain, c'est un jouet qui amusera les Parisiens, c'est tout ». C'est sur la base de ces polémiques que fut notamment interdit au roi Louis-Philippe d'inaugurer l'embarcadère de Saint-Germain le 24 août 1837. Le roi ne devant pas risquer sa vie en ces circonstances, ce fut donc la reine Marie-Amélie
qui tenta l'aventure au nom de son royal époux. Mais les Parisiens, piqués de curiosité et dédaignant les avertissements lancés ici et là, firent honneur à cette nouvelle invention. En moins d'1 an, plus d'1 million de visiteurs s'offrent un billet pour parcourir les 19 km en 26 minutes. La révolution ferroviaire est lancée. C'est aussi le début du règne de la traction à vapeur et de ces monstres d'acier. Aujourd'hui, en France, seules quelques lignes touristiques continuent à exploiter ces locomotives et perpétuent les savoir-faire hérités des anciens. Si l'on doit l'invention de la locomotive à vapeur à un Anglais, Richard Trevithick, en 1804, très vite, un Français s'invite également dans l'aventure. Sans lui, le train n'aurait sans doute pas connu son fabuleux destin. J'ai nommé Marc Seguin. Entrepreneur et touche-à-tout, il comprend immédiatement que le chemin de fer est le transport du futur. Il constate néanmoins que les premières locomotives à vapeur, qui remplacent petit à petit les chevaux, ont un rendement très faible. Pour y remédier, il va mettre au point une innovation qui va bouleverser la chaudière tubulaire. Cette machine à vapeur, une Baltique, présentée en 1937 lors de l'exposition des Arts et Techniques de Paris, va vous permettre de comprendre le fonctionnement d'une locomotive à vapeur. C'est le binôme mythique, mécanicien et chauffeur, qui a la responsabilité de la conduite et de l'entretien de la locomotive. Le mécanicien est le véritable conducteur. Le chauffeur, quant à lui, a la charge d'alimenter le foyer en charbon. La chaleur ainsi produite est conduite dans la chaudière grâce au tube rouge que vous pouvez apercevoir ici en rouge. L'eau, représentée en bleu, au contact de ces tubes chauds, va entrer en ébullition et se transformer en vapeur. La vapeur, en blanc à l'écran, s'élève et va se condenser au sommet de la chaudière dans un dôme de vapeur que vous pouvez apercevoir. Les gaz et fumées, issus de la combustion du charbon, s'échappent par la cheminée de la locomotive. La vapeur, elle, se déplace du dôme de vapeur jusqu'au cylindre par l'intermédiaire d'un tuyau dont l'ouverture est commandée par le mécanicien. Elle arrive alors dans les cylindres et pousse les pistons dans un mouvement de va-et-vient grâce à la puissance de sa pression. Les pistons, raccordés à ces grosses barres métalliques que l'on appelle des bielles, vont, dans ce même mouvement, entraîner la rotation des roues et permettre ainsi à la machine de se déplacer. Cette innovation va donc permettre au train de partir à la conquête du monde. Un siècle et demi plus tard, d'ailleurs, les dernières locomotives à vapeur en usage utilisent toujours la chaudière Seguin. Alors que l'Angleterre construit rapidement un réseau qui compte, dès 1850, plus de 10 000 km de voies ferrées, la France prend un sérieux retard. En 1842, Alexis le Grand propose donc au gouvernement un plan d'ensemble pour étendre le réseau de chemin de fer en France. Ce projet, l'Étoile Le Grand, prévoit le déploiement du réseau au départ de Paris afin de couvrir l'ensemble du territoire métropolitain. C'est l'État qui attribue les concessions et choisit les tracés. C'est lui qui décide de faire de la capitale le centre du réseau ferroviaire français. Contrarié par la crise de 1846 et la Révolution de 1848, ce plan est accéléré sous le Second Empire. Les lignes isolées sont alors connectées entre elles et irriguent le territoire. C'est aussi l'État qui encourage la fusion de nombreuses compagnies privées en 6 grands réseaux qui se partagent le pays. Mises en service en 1833, les locomotives à vapeur circuleront en France jusqu'en 1975. Consacré au XIXe siècle et au rapide progrès de la technique ferroviaire, le premier quai de l'exposition fait la part belle à de somptueuses locomotives à vapeur de cette époque, dont la plus ancienne, conservée en Europe, que vous avez pu apercevoir en début de quai, la Budicom numéro 33, dénommée Saint-Pierre, qui date de 1844. À cette époque, l'évolution de la vapeur est tout simplement fulgurante. Vous pouvez le constater en passant sur ce quai d'une locomotive de 17 tonnes à un essieu moteur, sans abri pour le personnel, qui circule à 60 km/h, à une locomotive de 42 tonnes avec tendeur,
2 essieux-moteurs et qui foncent déjà à 95 km/h. Arrêtons-nous quelques instants sur l'une d'entre elles, et sans doute la plus célèbre du réseau ferré français, la Crampton. En 1852, la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg achète des locomotives à vapeur conçues par un Anglais, Thomas Russell Crampton. Construites sous licence en France, elles remorquent les trains à la vitesse incroyable pour l'époque de 120 km/h. On les appelle les lévriers du rail. Véritable icône du rail, cette locomotive marquera son époque en assurant les premières liaisons commerciales entre la capitale et Strasbourg. Caractérisée par sa paire d'immenses roues motrices de plus de 2 mètres de diamètre, cette machine offre des performances remarquables. En 2007, en prévision de l'ouverture de la ligne à grande vitesse sur laquelle circulent aujourd'hui les TGV reliant Paris à Strasbourg, la Crampton a pu être acheminée et roulée sur cette ligne parallèlement à un TGV. Une image mythique à découvrir au musée qui permet d'un seul regard de constater plus de 150 ans d'évolution. C'est cette même année, sur cette même ligne, que SNCF battra un nouveau record du monde de vitesse quelques mois plus tard, le 3 avril 2007, avec le TGV 150. À l'aide de ces images de reconstitution d'un trajet ayant lieu dans la deuxième moitié du XIXe siècle, imaginez la réaction d'un paysan en bord de voie, sur son char à bœuf, voyant passer cette machine lancée à 120 km/h. Dès ses débuts, le chemin de fer apparaît comme un nouveau moyen de déplacement aussi révolutionnaire qu'impressionnant. En 1898, le PO, Paris-Orléans, dont la gare d'Austerlitz est un peu excentrée, décide, en prévision de l'exposition universelle de 1900, de prolonger sa ligne vers le centre de Paris jusqu'à la nouvelle gare d'Orsay. Ce prolongement étant entièrement souterrain, la vapeur y est proscrite. Les ingénieurs de la compagnie décident donc d'y faire circuler des machines électriques en s'inspirant d'une technologie imaginée aux États-Unis. Il s'agit de la première section électrifiée de l'histoire du chemin de fer en France. 8 locomotives, construites par General Electric pour la partie électrique et la compagnie du Blanc-Misseron pour la partie mécanique, sont livrées entre 1900 et 1904. Ces locomotives, surnommées boîtes à sel pour leur ressemblance avec l'ustensile culinaire, une cabine de conduite centrale et 2 capots moteurs inclinés de part et d'autre. Équipées de frotteurs, captant le courant par l'intermédiaire d'un 3e rail parallèle, comme pour le métro aujourd'hui, elles sont initialement prévues pour fonctionner sous courant continu 600 volts, puis transformées entre 1930 et 1935 pour être alimentées par caténaire en courant continu 1500 volts. Cependant, on est loin encore, en ces prémices de la belle époque, de l'industrialisation des machines électriques. On continue donc à fabriquer des locomotives à vapeur de plus en plus performantes. Au début du XXe siècle, la compagnie du Paris-Orléans doit faire face à un succès grandissant, mais aussi au vieillissement de son parc. Elle étudie donc, avec la Société alsacienne de construction mécanique, SACM, un nouveau type de locomotive à vapeur dénommé Pacifique, reposant sur un bogie avant à 2 essieux, 3 roues motrices accouplées et un essieu arrière porteur. C'est donc en fonction du nombre de roues que l'on trouve sur chaque machine à vapeur que l'on dénomme le modèle, ici une 231. C'est encore et toujours l'indissociable binôme mécanicien-chauffeur qui assure sa conduite. Surnommés les seigneurs du rail, ils assurent la conduite de ces machines au quotidien et par tout temps. Imaginez-vous rouler de nuit, lancer bien au-delà de 100 km/h, avec une visibilité réduite sur la signalisation, une chaleur étouffante devant le foyer, à laquelle succède un froid glacial dès que l'on se penche par la lucarne.
Imaginez-vous devoir pelleter du charbon sans arrêt afin d'assurer la chauffe constante de la chaudière pour produire la vapeur nécessaire à la traction. Imaginez-vous devoir veiller en permanence sur la voie, la signalisation, la multitude de cadrans qui indiquent le niveau de l'eau, la pression. Imaginez-vous enfin devoir communiquer uniquement par geste et avec une parfaite synchronisation afin de vous faire comprendre dans le vacarme étourdissant d'un tel monstre d'acier. Tout cela, et bien plus encore, c'est le binôme chauffeur-mécanicien qui l'assure à l'époque afin de faire l'heure. Le 2 août 1914, l'autorité militaire prend le contrôle du réseau ferroviaire national pour une durée de 4 ans et demi. Le matériel, 21 000 trains en l'espace de 2 semaines, et le personnel sont mobilisés et affectés au transport des troupes, du ravitaillement et des blessés, comme nous le verrons un peu plus loin. La voie de 60 y jouera d'ailleurs un rôle primordial. À l'arrière, les compagnies de chemin de fer font face à un manque de main-d'œuvre pour maintenir les infrastructures opérationnelles. Elles recrutent du nouveau personnel, parmi lesquels les prisonniers de guerre et aussi plusieurs milliers de femmes. Rapidement, au fil des mois, alors que la guerre s'allonge, les hommes politiques et les états-majors, appuyés sur les compagnies publiques ou privées, mettent en place une véritable stratégie de l'utilisation des chemins de fer, permettant de transférer des armées entières ainsi que leurs équipements d'un bout à l'autre du continent. Le 11 novembre 1918, c'est d'ailleurs dans un wagon-restaurant que sera signé l'armistice. Entre 1919 et 1938, les réseaux de chemin de fer s'équipent de locomotives à vapeur, électriques, diesel, d'automotrices électriques et aussi d'autorail. Il s'agit ni plus ni moins de diversifier le matériel et ainsi éviter la pénurie de charbon en cas de conflit. Le ministère des Travaux publics engage donc dès la fin de la guerre un plan d'ensemble d'électrification des réseaux de chemin de fer. Dans les années 1920, la traction électrique de type 1500 volts continu apparaît sur les lignes des compagnies du PO, du Midi et du PLM. Actuellement à l'écran, une 2D2, l'une des premières séries de machines électriques utilisées pour les lignes nouvellement électrifiées en 1500 volts continu. Un nouveau concept de train voit aussi le jour afin de mieux desservir les lignes secondaires, l'autorail. Les constructeurs comme Bugatti ou Renault participent à son développement en commercialisant de nombreux modèles, de l'omnibus aux fameux wagons rapides. On connaît Ettore Bugatti, célèbre constructeur automobile. On oublie parfois que ce constructeur franco-italien, implanté en Alsace, a éclaboussé de son génie des années de l'histoire automobile. Bien sûr, mais également du chemin de fer, alliant l'esthétisme à la performance. Une ligne qui n'est pas sans rappeler celle adoptée par les futures motrices de TGV. L'autorail ZZY 24408, présenté à la Cité du Train et pièce unique au monde, fait partie de la série commandée par l'État. Le poste de pilotage est central et surélevé, avec une vigie vitrée pour le conducteur. En dessous, le compartiment moteur comporte 4 moteurs de Bugatti Royal. De part et d'autre, les compartiments voyageurs sont équipés de 24 sièges au dossier amovible et réversible pour s'adapter au sens de la marche. Les larges baies vitrées offrent quant à elles aux voyageurs une vision panoramique. Ettore Bugatti, génial constructeur automobile, produit à la fin des années 20 ce qui sera l'une des plus mythiques voitures du monde, la Bugatti Royale. Extrêmement luxueuse et dotée d'une motorisation permettant des performances impressionnantes pour l'époque, elle est commercialisée à un tarif qui est en adéquation avec l'adage du constructeur. Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher. Malheureusement, le krach boursier de 1929 ruine les grandes fortunes qui auraient pu s'offrir ce luxe automobile absolu. Il voit et comprend alors immédiatement l'opportunité qu'offre le développement du chemin de fer et décide de construire un autorail équipé de ces fameux moteurs. Lors des essais, cet engin atteint 172 km/h. En octobre 1934, un autorail Bugatti atteint la vitesse de 192 km/h, pulvérisant ainsi le record de vitesse sur rail. 88 autorails Bugatti seront construits et rouleront jusqu'en 1958. 110 ans après l'ouverture de la première ligne de chemin de fer,
le train permet d'assurer le développement économique du pays. Les dommages de la Grande Guerre, la récession économique des années 1930 et la concurrence de l'automobile accentuent néanmoins les difficultés financières des compagnies ferroviaires, toutes déficitaires. L'État ne peut pas laisser disparaître son chemin de fer. La solution est alors la reprise des concessions par l'État. Le 31 août 1937, une convention approuvée par un décret-loi prévoit la création de la SNCF, la Société nationale des chemins de fer français. Les 5 grandes compagnies ferroviaires du pays sont fusionnées le 1er janvier 1938 afin de donner naissance officiellement à la SNCF, Société nationale des chemins de fer français. Le réseau français compte alors 515 000 cheminots et 42 700 km de voies, dont 8% sont électrifiés. Mise à la disposition de l'autorité militaire à la déclaration de guerre en septembre 1939, la SNCF assure les transports de mobilisation des troupes, le ravitaillement du front et l'évacuation des blessés. Les premières voitures, dites sanitarisables, qui ne sont transformées et utilisées que pour le transport des blessés en cas de guerre, ont été construites dans les années 20. Ce sont des voitures à voyageurs ordinaires qui peuvent être facilement transformées en voitures transportant des brancards. Pour cela, l'aménagement intérieur est démontable et modulable avec de larges accès qui permettent d'entrer avec un brancard et un blessé. Le TGV médicalisé, affrété par la SNCF pour le ministère des Solidarités et de la Santé, est mis en circulation dans le plan exceptionnel de lutte contre le Covid-19 est l'exemple même de ces moments de l'histoire où le service public, et notamment SNCF, avec son matériel et ses agents, se sont engagés au profit des causes nationales. Baptisé Opération Chardon, le projet a été mis en place en seulement 48 heures, après la demande du ministère de la Santé. La SNCF a pu s'appuyer sur un exercice relativement récent. En mai 2019, dans le cadre d'un exercice attentat, l'entreprise avait expérimenté, dans une gare parisienne, l'adaptation d'un train aux situations d'urgence. Après un premier trajet, le 26 mars, 9 TGV supplémentaires ont transporté au total plusieurs centaines de patients atteints par le Covid-19 à travers tout le pays. Le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquent en Normandie. La SNCF doit immédiatement s'engager dans la reconstruction des infrastructures et le renouvellement de son parc de matériel roulant. Sur un effectif de 17 000 locomotives à vapeur en 1939, seules 6 000 sont encore en état de marche. Il faut construire en urgence de nouvelles machines. Mais l'industrie française, à ce moment précis, dévastée par la guerre, n'est pas en capacité d'en assurer la production. La SNCF fait donc appel à l'industrie nord-américaine, États-Unis et Canada et passe commande de 1340 locomotives à vapeur pour tout service. Le choix se porte sur une machine simple et robuste, la Mikado 141R, qui fonctionne au charbon ou au fioul. La première machine est livrée fin 1945, dans le temps record de 6 mois après la commande. Les autres locomotives suivent dans les 2 ans, à l'exception de 16 d'entre elles qui, pour l'anecdote, sombrent au fond de l'Atlantique avec le cargo qui les transportait. En 1949, alors que l'ensemble des machines commandées sont en service, elles occupent environ les 3/4 des dépôts français, avec une prédominance pour le nord-est et les besoins relatifs au bassin minier. Les 141R, très appréciés des personnels, circulent sur toutes les lignes de la SNCF. Pour standardiser leur utilisation et améliorer leur productivité, les équipes de conduite, mécaniciens et chauffeurs ne sont plus titulaires de leur locomotive. Celle-ci est utilisée suivant les besoins et la disponibilité des équipes. C'est là un changement radical dans les méthodes de travail et surtout, cela révolutionne totalement les habitudes. Les machines sont désormais polyvalentes et conduites par les équipes différentes. Le chauffeur et son mécanicien ne forment désormais plus un binôme faisant corps avec sa propre machine. Intimement liés au renouveau du réseau ferré français d'après-guerre, les 141R marqueront symboliquement l'épopée ferroviaire à l'occasion d'un autre événement. En effet, la 141R
1973 est définitivement éteinte le 31 mars 1974, marquant la fin de la traction vapeur en France. Pour la dernière fois, et comme on dit dans le jargon, on tombe le feu. Quelques 141 sont néanmoins toujours préservés par des associations. Après la reconstruction du réseau, les dirigeants et ingénieurs de la SNCF doivent adapter le chemin de fer aux besoins des voyageurs et des transports de marchandises. La concurrence avec l'automobile devient de plus en plus sévère et l'avion, avec des compagnies internationales comme Air France ou Air Inter, tend à devenir accessible à une clientèle de plus en plus nombreuse. Le nerf de la guerre, la vitesse et le temps. Pour étudier les conditions de sécurité liées à la grande vitesse, la SNCF entreprend alors des essais avec une locomotive de série sur la section de Dijon à Beaune, en Bourgogne. Le 21 février 1954, la CC 7121 atteint 243 km/h. Nouveau record de vitesse sur rail. Le précédent était détenu par l'Allemagne depuis 1903 avec 213 km/h. Le deuxième record aura lieu, quant à lui, un an plus tard, avec pour objectif d'atteindre les 300 km/h. Ce n'est pas une, mais deux locomotives électriques, la CC 7107 et la BB 9004, que vous voyez actuellement, qui vont décrocher ce nouveau record de vitesse à 331 km/h. La ligne choisie pour les essais fut celle des Landes, présentant la plus longue ligne droite de France à l'époque entre La Motte et Morsain, environ 30 km, avec un renforcement de l'alimentation électrique par l'installation de sous-stations mobiles permettant de relever la tension de la caténaire à 2000 volts. De nombreuses marches d'essai s'échelonnèrent sur plusieurs mois afin de mesurer les différents paramètres et préparer le jour J. Pour atteindre une telle vitesse, le rapport d'engrenage des deux locomotives a ainsi été modifié et toutes deux ont été carénées. La rame, quant à elle, était composée de 3 voitures DEV qui furent spécialement équipées pour ces essais. À un jour d'intervalle, les 28 et 29 mars 1955, les deux machines de conception française, Alstom pour la 7107 et Gemont Schneider pour la 9004, vont inscrire leur nom dans l'histoire. Un double record du monde qui confirme le choix de la traction électrique pour l'avenir et qui marque le point de départ des études de la grande vitesse sur rail afin de pouvoir, à terme, la commercialiser. L'événement mondial, organisé comme tel, longuement préparé, a été largement diffusé en France et à l'étranger. Pour l'anecdote, les Américains qui passaient à l'époque pour des grands spécialistes dans le domaine ferroviaire et craignaient certainement la concurrence, ne croyaient pas à cette performance et pensaient que le train déraillerait avant d'atteindre les 300 km/h fatidiques. Ainsi, une chaîne de télévision américaine avait dépêché des journalistes en avion pour filmer le déraillement le plus sensationnel du monde. Non seulement le déraillement n'eut heureusement pas lieu, mais d'après certaines sources, leur avion n'arriva même pas et ils ne purent même pas filmer le train. En 2005, les deux locomotives circulent une dernière fois entre Bordeaux et Morsain à l'occasion du 50e anniversaire du record, avant de rejoindre la Cité du Train pour une retraite bien méritée. Forte du succès des essais de mars 1955, la SNCF présente alors toute une série d'innovations technologiques. Parmi celles-ci, les wagons à toit ouvrant et les locomotives diesel pour le fret. Pour les trains de voyageurs, la voiture pendulaire, qui ne sera pas retenue, ainsi que la BB 9200 électrique pouvant atteindre 160 km/h. Elle supprime la 3e classe en 1956 et participe, dès sa création en 1957, au réseau des trains Trans-Europe Express que nous découvrirons un peu plus tard. En 1967, la SNCF décide de commercialiser la vitesse de 200 km/h sur la relation Paris-Toulouse. Le 28 mai, la mise en service du Capitole est un vrai événement. Sa vitesse fait de lui le train le plus rapide de France, mais il se signale aussi par sa livrée extérieure. Une marque de prestige qui en fera son succès. Le Capitole va donner le coup d'envoi des trains à grande vitesse en France avant les futurs TGV. Train de luxe, le Capitole ne dispose que de première classe. Avec sa livrée rouge qui rompt avec les couleurs plus neutres utilisées jusqu'alors, un service à bord étudié pour satisfaire une clientèle exigeante,
des voitures-restaurants avec un service à la place, de larges fauteuils pour chaque passager et une diminution importante des temps de trajet, résultat direct de la vitesse de 200 km/h, le Capitole a décidément tout pour plaire. Le succès est tel que tous les vendredis, de nouvelles voitures sont ajoutées au train. Le train est fréquenté par les stars de cinéma, de la chanson, de la politique, de l'art lyrique. Les plus grands chanteurs comme Montserrat Caballé, Jessy Norman ou Placido Domingo se produisent dans le train et sur les quais des gares où il fait étape. Les années 60-70, marquées par une forte croissance économique, profitent au réseau routier qui explose littéralement. Face à cette situation, la SNCF s'associe dès 1957 à d'autres compagnies pour concurrencer la voiture. Des trains rapides, modernes et confortables, plus destinés, il est vrai, à une clientèle d'affaires, sillonnent l'Europe, les Trans-Europe Express. Le chemin de fer offre l'avantage, par rapport à l'avion, de relier directement les centres-villes. Pour s'affranchir des frontières électriques séparant les réseaux ferrés européens, les TEE furent d'abord composés de matériel automoteur diesel spécialisé. En 1965, le groupement TEE accepta d'élargir l'offre en intégrant de meilleures liaisons intérieures. La traction électrique et les rames tractées furent massivement introduites pour augmenter la capacité et le confort des voyageurs. C'est ainsi que le Mistral, Paris-Nice, fut admis dans la société TEE et à sa suite d'autres grands trains de service intérieur comme le Capitole, l'Aquitaine ou encore le Rheinfeld. Pour tracter les trains internationaux sans changer de machine aux frontières, la SNCF décide en 1964 de commander 10 locomotives polycourants capables de circuler sur des réseaux européens n'utilisant pas le même type de courant. Les CC 40100, véritables usines embarquées, sont construites par Alstom à Belfort pour remédier à cette problématique. En 1969, lorsque la SNCF met en service de nouvelles voitures TEE sur la relation Paris-Bruxelles-Amsterdam, elles évincent totalement en esthétique et en confort celle vieillissante du Mistral, qui est pourtant le fleuron de la compagnie nationale et qui évoque la Provence et la Côte d'Azur. Plus largement, ce train apportera des innovations majeures, comme les portes à fermeture automatique, les portes semi-automatiques entre les voitures, des stores réglables par commande électrique, une voiture-restaurant à siège individuel, une voiture-bar d'un nouveau type, une boutique, librairie, presse, tabac, mais aussi un service de secrétariat, la présence d'hôtesses et même, comble du luxe, un salon de coiffure. Tout est ici conçu pour satisfaire une clientèle d'affaires aisée et exigeante et lui permettre un voyage agréable et rapide. Déjà, on s'aperçoit du besoin de cette clientèle de travailler à bord pendant ses déplacements professionnels. Un service de secrétariat et de sténodactylo est proposé. Nous sommes là bien avant l'apparition des téléphones portables et d'Internet, mais les notions de gain de temps et de productivité sont déjà bel et bien présentes. La clientèle d'affaires a besoin de pouvoir rédiger son courrier professionnel et ainsi rentabiliser son temps de voyage. Là encore, le train révolutionne les échanges et les modes de déplacement. Plus que jamais, il se présente comme un acteur incontournable et indispensable à la vie sociale et économique du pays. Il sera également, tout au long de son histoire, un important vecteur de développement touristique. En 1972, pas moins de 200 villes étaient desservies par le réseau TEE. Parallèlement, la direction de la recherche de la SNCF travaille sur l'adaptation de la technologie aérienne sur le matériel ferroviaire. Une idée bouscule les esprits. Pourquoi ne pas installer une turbine d'hélicoptère dans un autorail? Farfelu pour les uns, génial pour les autres, le turbotrain est né. À la fin des années 1960, pour accroître la vitesse sur les lignes non électrifiées et répondre à la demande de sa clientèle, la SNCF teste une nouvelle motorisation. Une turbine à gaz d'hélicoptère remplace le moteur diesel. Ce sont les rames automotrices ETG, éléments à turbine à gaz, et les rames RTG, rames à turbine à gaz, appelées turbotrains. La vitesse commerciale maximum était de 160 km/h.
La capacité en voyageurs passait de 280 à 300 pour des rames composées de 5 caisses, 2 motrices encadrant 3 voitures. Cette technologie novatrice diminue sensiblement les coûts d'exploitation et d'entretien nécessaires à la traction électrique et favorise des accélérations rapides, ainsi qu'une vitesse commerciale maximale de 160 km/h. Les turbotrains, équipés de turbines légères et puissantes, permettent d'appréciables gains de temps et de confort. Climatisation, voiture-restaurant, notamment sur la ligne relation Paris-Caen-Cherbourg. Malgré leur vif succès, le choc pétrolier de 1974 entraîne le retrait prématuré du service de ces rames, gourmandes en combustible, qui terminent tout de même leur carrière en 2004. La motrice 2057 témoigne de ce type de traction qui est à l'origine du TGV. Imaginez, dès 1969, le style du TGV, tant intérieur qu'extérieur, avec son nez si caractéristique et sa couleur orange, est dû aux jeunes designers français Jacques Cooper et Roger Talon, qui ont tous deux marqué les générations suivantes de matériel. En 1972, la SNCF fait donc construire un turbotrain expérimental à grande vitesse dénommé TGV 001, équipé de 4 turbines à gaz et devant préfigurer les rames de la future ligne Paris-Lyon. Mais malgré de nombreuses marches d'essai à plus de 300 km/h, le projet est abandonné en 1974 au profit des rames toutes électriques pour ne pas aggraver la dépendance énergétique de la France. En 1976, la ligne TGV Paris-Sud-Est est déclarée d'utilité publique, une ligne pour les trains à grande vitesse pour relier Paris à Lyon. Objectif, y faire rouler des TGV électriques à 260 km/h et réduire le temps de parcours de moitié entre les deux villes, de 4 heures à 2 heures. La première rame effectue ses premiers tours de roue entre Belfort et Dijon le 24 juillet 1978 et la deuxième le 12 décembre 1978. Patrick et Sophie, leur nom de code pour les liaisons radio, effectuent leurs premiers essais de vitesse dans la plaine d'Alsace avant de tester la ligne Paris-Lyon à partir du 1er janvier 1980. Dimanche 27 septembre 1981, Paris, gare de Lyon, 6h30. Une foule inhabituelle pour un dimanche matin envahit la gare. Voyageurs, badauds et journalistes convergent tous vers la ligne de départ du premier TGV commercial, le 807. 300 voyageurs triés sur le volet vont circuler pour la première fois à 260 km/h. Le TGV Paris-Sud-Est est une rame automotrice composée de 8 remorques encadrées de 2 motrices au profil aérodynamique. Chaque TGV Sud-Est, 350 places assises, est composé de 3 voitures de première classe, une voiture-bar et 4 voitures de seconde classe. 22 ans plus tard, en 2003, ce sont 1 milliard de voyageurs qui auront pris le TGV. Après plusieurs années de tests, le TGV bat également des records mondiaux de vitesse en atteignant en 1981 380 km/h. Une deuxième étape est franchie en 1989 avec l'inauguration du TGV Atlantique pour rouler à 300 km/h en service commercial. Le 18 mai 1990, la rame TGV 325 atteint la vitesse record de 515,3 km/h près de la gare de Vendôme. C'est un nouveau record mondial qui accompagne la mise en service de la deuxième ligne nouvelle à grande vitesse. Il faudra ensuite attendre le 3 avril 2007 avant que SNCF ne batte son propre record. À 13h13, une rame TGV atteint la vitesse de 574,8 km/h sur la ligne Est, au passage de la commune d'Éclair dans la Marne. Dénommée V150, 150 mètres par seconde, elle se compose de 2 motrices TGV type Est européen encadrant 3 remorques duplex. C'est un véritable concentré de technologie qui développe une puissance de 18 MW grâce à 12 essieux moteurs pour une longueur de 107 mètres et un poids de 270 tonnes. Si la rame V150 n'est plus présentée aujourd'hui dans sa livrée de la marche du record, vous pouvez toutefois avoir la chance de voyager avec les 2 motrices du record du monde. En effet, elle compose encore la rame 4402
qui assure des relations quotidiennes entre Paris et Zurich via Mulhouse. Nous voici au terme de cette visite qui vous aura, nous l'espérons, permis de découvrir un pan de la fabuleuse histoire du chemin de fer en France. Depuis 1827, le chemin de fer a su s'adapter en tout temps, en toutes circonstances, à l'évolution des besoins. Transport de voyageurs, transport de marchandises. Il est, depuis ses origines, un outil incontestable et incontesté contribuant au développement du pays. Cette visite partielle de la Cité du Train, musée du patrimoine SNCF, était une première pour moi et mon équipe. Nous avons ainsi souhaité vous proposer cette découverte dans des conditions du direct afin de coller au plus près de l'ambiance du musée que vous auriez pu connaître à l'occasion de la Nuit européenne des musées. Nous y avons mis toute notre passion et notre volonté de bien faire. Le direct reste toutefois un exercice difficile, souvent redouté par les professionnels. Nous espérons néanmoins avoir été à la hauteur de l'exercice et que vous avez pu passer un moment agréable et intéressant en notre compagnie. Comme je vous le disais au début de cette émission, la Cité du Train, patrimoine SNCF, est aujourd'hui considérée comme le plus grand musée ferroviaire d'Europe. Rajeuni, rénové et agrandi, c'est aussi un incroyable lieu de vie qui s'anime 364 jours par an et qui accueille de nombreux événements, des plus intimistes et insolites aux plus impressionnants. Bien plus qu'un musée, la Cité du Train propose, en plus de sa visite, de nombreux événements tout au long de l'année. Salons, concerts, visites théâtralisées, jeux de piste, spectacles et dîners de gala. En septembre, par exemple, le musée organise un salon du modélisme devenu, depuis ces dernières années, le plus fréquenté de l'Est de la France. Un événement incontournable, à la fois apprécié par les familles pour son exposition de jouets Lego, mais également par les passionnés de modélisme ferroviaire ou autres, grâce aux dizaines d'exposants et vendeurs professionnels venus de toute l'Europe. La Cité du Train, c'est aussi un magnifique écrin au service des entreprises. Ses grands volumes et ses différents espaces en font le lieu idéal pour y organiser tout type d'événements. C'est également l'endroit surprenant et insolite pour accueillir vos événements familiaux, mariages, baptêmes, départ à la retraite. Acteur incontournable de la vie culturelle de son territoire, le musée accueille également de nombreux événements musicaux en partenariat avec les acteurs locaux tels que l'Orchestre symphonique de Mulhouse et des artistes réputés comme Delgré, Inspecteur Clouseau ou encore Claudio Capeo. Enfin, le musée innove chaque année avec la création d'événements plus surprenants les uns que les autres. C'est le cas des Murder Party où les participants sont invités à résoudre une enquête policière ou bien des visites théâtralisées au cours desquelles les visiteurs peuvent découvrir, dans une ambiance insolite et décalée, la richesse des matériels exposés en compagnie de drôles de guides. Je vais à présent prendre quelques minutes pour répondre aux nombreuses questions qui nous ont été posées via Facebook et je remercie les spectateurs de nous poser ces questions. Première d'entre elles, une question de Bruno d'Aspac-le-Haut. Quelle relation entretenez-vous avec le train Tuhr-Doller-Alsace et avez-vous des projets en commun? Oui, Bruno, nous entretenons des relations avec le train Tuhr-Doller-Alsace, naturellement liées à la proximité de nos deux sites, et puis aussi parce que nous sommes complémentaires. La Cité du Train propose une exposition statique, merveilleuse, mais statique, de matériel ferroviaire. Et l'association Train Tuhr-Doller d'Alsace permet effectivement de voir fonctionner et de voyager à bord de trains à vapeur. C'est donc tout naturellement qu'il y a déjà quelques années, nous avons proposé un billet combiné qui propose à nos visiteurs de découvrir les deux sites à tarif préférentiel, évidemment, et de pouvoir à la fois découvrir certainement la plus belle collection mondiale de matériel ferroviaire roulant et ce matériel en fonction dans les conditions qu'on pouvait avoir à l'époque. Question de Florent de Saint-Amarin, on reste alsacien. Malgré la fermeture, y a-t-il tout de même des personnes présentes pour assurer l'entretien et le nettoyage des machines? Évidemment, le musée est fermé, endormi, mais il n'est pas mort. Il nécessite effectivement la présence de personnes, certains de mes collaborateurs et moi-même, pour entretenir à la fois les espaces, évidemment les machines, la collection, mais aussi pour pouvoir profiter de ce temps afin de mettre en œuvre une série de chantiers
qui notamment nous permettront, à la réouverture du musée, de vous proposer de nouveaux espaces de collection, de nouveaux espaces de présentation. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes tous, depuis la fermeture du musée, absolument mobilisés, que ce soit ici sur place ou à la maison en télétravail, comme bon nombre d'entreprises, pour travailler et d'arrache-pied, croyez-moi, afin de vous garantir, dans les prochains temps, on l'espère en tout cas, une réouverture dans des conditions de sécurité et un plaisir de visite maximum. Question de Noémie de Beaune. Beaune, en Côte d'Or, la Bourgogne. Salut la Bourgogne. Quand le musée va-t-il rouvrir ses portes au public? Grande question. Évidemment, le but, c'est d'essayer de le rouvrir le plus tôt possible. Le musée, sa vocation initiale, c'est d'accueillir du public, de présenter des collections, d'enrichir et d'essayer d'expliquer et d'apprendre un peu quelque chose à nos visiteurs. Un musée, en ce moment, comme celui qu'on connaît, c'est un musée qui est d'une tristesse absolue, même si parfois on a un petit peu de plaisir à pouvoir en profiter tout seul quand on y travaille dedans. Cela dit, soyez assurés que nous ferons tout et que nous ne sommes pas particulièrement pressés, si je puis dire, nous ferons tout pour que vous puissiez retrouver ce musée tel que vous l'avez connu, dans les conditions de sécurité parfaites, que ce soit pour vous, les visiteurs, mais également pour nous, qui y travaillons au quotidien. Donc, nous travaillons pour que ce musée puisse rouvrir rapidement, mais nous ne le ferons pas tant que nous ne serons pas en mesure de vous proposer une visite correcte et sécurisée. Question de Pierre de Brest. Quel est le rôle des bénévoles qui travaillent pour le musée? Grande question, intéressante question, qui me permet de rendre hommage justement à ces bénévoles qui agissent presque au quotidien en complément des équipes de salariés qui, compte tenu de la taille et du succès que rencontre le musée depuis de nombreuses années, n'arrivent plus à assumer à elles seules tout le travail que l'on a à faire pour pouvoir vous accueillir dans ces conditions qui vous plaisent tant. Donc les bénévoles, depuis quelques années, viennent nous renforcer, initialement pour pouvoir conduire toutes les animations que nous proposons à nos visiteurs. Et puis, petit à petit, l'équipe s'est étoffée, nous a permis de constater que les membres dans cette équipe avaient, pour certains, des compétences particulières qui pouvaient nous être utiles. Et, sur la base du volontariat, bien évidemment, certains d'entre eux se sont proposés et nous ont permis de diversifier les missions des bénévoles. Donc, on reste toujours avec des missions liées à la conduite des attractions, mais de plus en plus, des missions qui sont liées à l'entretien mécanique de nos engins, des missions qui sont un peu plus culturelles, de la valorisation du patrimoine, avec par exemple le tri des archives. Les bénévoles nous renforcent également quand nous sommes amenés à sortir du musée pour participer à des expositions extérieures, le musée hors les murs. Ce sont eux qui vont, avec nous, assurer la promotion du musée un peu partout en France et parfois même à l'étranger. Question de Marie. Quel est votre matériel préféré et pourquoi? Avez-vous une anecdote croustillante ou particulière? Alors, mon matériel préféré, si j'étais, j'allais dire, un tout petit peu malhonnête, je vous dirais que je n'en ai pas et que je les aime tous. Mais il s'avère que, en plus de ma passion pour le train, j'ai également une passion pour l'automobile ancienne. Et tout naturellement, pour de multiples raisons, que ce soit pour l'esthétisme, que ce soit pour l'intérêt mécanique, que ce soit pour le côté novateur, futuriste, mon matériel préféré reste et restera certainement encore un bon moment l'Autorail Bugatti, marque mythique, que ce soit pour le ferroviaire et également pour la voiture ancienne. Question de Fabrice, qui est en train de s'afficher. Comment le nom Atlantique a-t-il été choisi? Alors là, je dois avouer que je ne comprends pas la question. Atlantique. Fabrice, peut-être, est-ce qu'il faut reposer la question autrement? On va essayer d'en prendre une autre en attendant. Peut-être est-ce moi qui ai une lacune, je ne sais pas. Donc une autre question apparaît, ce sont les aléas du direct évidemment. Hein. Une question de Martine. Quelles sont les animations, je l'ai en direct, hein. Quelles sont les animations roulantes que vous proposez? Alors les animations roulantes que nous proposons, si on est sur du pur ferroviaire, nous avons créé il y a quelques années une animation qui rencontre un grand succès qui s'appelle les baptêmes du rail. Nous avons restauré un matériel particulier
méconnu du grand public, mais qui est extrêmement intéressant à découvrir, qui est une draisine. Et grâce à cette draisine que nous avons restaurée et réentretenue mécaniquement, on propose à la belle saison, en règle générale d'avril à fin octobre, de pouvoir faire un petit parcours à bord de ce matériel qui relie un quai qui est à l'intérieur du musée jusqu'à l'arrêt du tram-train à proximité de notre site et accompagné et conduit, évidemment, par un de nos bénévoles, justement, qui, pour la plupart d'entre eux, sont d'anciens conducteurs professionnels SNCF, de véritables cheminots. Et donc, pendant ce petit trajet, un aller-retour entre le musée et l'arrêt du tram-train, nos bénévoles, conducteurs, commentent, répondent aux questions et, accessoirement, c'est tout simplement un bon moment extrêmement ludique à passer dans un matériel ferroviaire roulant. Donc, pour certains qui, depuis longtemps, parfois reprochent à la Cité du Train d'être un musée statique, détrompez-vous, revenez nous visiter et vous verrez que nous avons progressé, nous avons tenu compte des avis de nos visiteurs et aujourd'hui, nous sommes en capacité de proposer une animation dynamique. Question de Audeline de Saint-Jean-de-Cucul. Depuis quand existe ce musée et pourquoi avoir choisi Mulhouse? Alors Mulhouse, en fait, c'est le fruit du hasard. Il n'y a pas, à l'origine, d'explication ferroviaire. Le fruit du hasard, de la rencontre de plusieurs Mulhousiens passionnés de chemin de fer qui, dans les années 60, ont proposé à SNCF et à l'agglomération, la ville à l'époque de Mulhouse, d'installer un musée du chemin de fer ici. Petit à petit, l'idée a fait son chemin. SNCF et la ville de Mulhouse ont adhéré et y ont vu évidemment un intérêt patrimonial, touristique. Et donc, le musée a ouvert ses portes officiellement pour la première fois en 1971. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique de ce musée, mais évidemment, il y a eu différentes phases d'agrandissement, d'amélioration, qui font que nous sommes sur le site que nous occupons aujourd'hui depuis 1976 et que depuis 1976, nous n'avons de cesse de grandir, progresser et proposer toujours un peu plus à la visite. C'était la dernière question. Je vous remercie. C'était un plaisir d'y répondre. Et puis, pour toutes les autres questions qui ont été posées via Facebook, on tâchera, dans la mesure du possible, de vous y répondre dans les meilleurs délais, à savoir dans les tout prochains jours. Ainsi s'achève ce live. Il est de tradition d'adresser des remerciements en fin d'intervention. Se plier systématiquement à la coutume tue parfois la sincérité des propos. Ce soir, ce n'est donc pas pour respecter une tradition, mais bel et bien avec beaucoup de sincérité que mon équipe se joint à moi pour vous remercier, vous, les spectateurs, tous les intervenants qui nous ont permis de vous proposer cette émission. Je tiens également à remercier la ville de Mulhouse et la préfecture qui nous ont largement favorisé et autorisé le tournage des images pendant le confinement. Je tiens, à titre personnel, à remercier sincèrement, du fond du cœur, l'ensemble des collaborateurs, salariés et bénévoles pour leur action au quotidien, parfois dans l'ombre, qui nous permettent d'accueillir toujours plus de visiteurs et surtout de leur proposer une visite agréable, ludique, pédagogique. Souvent, c'est notre volonté surprenante et parfois insolite. Merci également, bien sûr, à nos visiteurs pour leur fidélité. Merci à nos partenaires et prestataires pour leur soutien. Vous nous manquez. Enfin, le plus important, un immense merci à toutes celles et ceux qui, en première ligne, ont agi et continuent d'agir pendant cette période. Nous vous devons l'espoir d'un retour à une vie normale et bien plus encore. Merci. Très personnellement, je me l'autorise ce soir, merci à ma fille, Camille. Je suis immensément fier de toi. En 2020, la Cité du Train a fêté ses 15 ans. Si j'osais, je vous mettrais dans la confidence en vous disant que moi-même, je vais fêter dans quelques heures un anniversaire marquant, symbolique. Ainsi, à cette occasion, nous souhaiterions, le musée et moi, que vous puissiez nous faire 2 cadeaux. Le premier, prenez soin de vous. Et le deuxième, évidemment, revenez-nous vite en bonne santé.
Nous sommes impatients de vous accueillir très prochainement et de vous présenter la Cité du Train ainsi que tous les autres sites touristiques et culturels du territoire. L'Alsace et Mulhouse sont et restent beaucoup plus belles que vous ne pouvez l'imaginer. Et pour vous donner encore plus envie de nous rendre visite, n'hésitez pas à participer à notre jeu concours pour tenter de gagner un passe-musée ainsi que des entrées pour la Cité du Train. Vous retrouverez les détails sur le site internet et sur le Facebook. Bonne soirée et merci beaucoup. À très bientôt.